Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du dimanche 25 septembre 2022. Je vous invite également à suivre jusqu'à son terme ce journal. Tout de suite, dans l'actualité de ce jour, seulement 25% de la production de litchi dans la région Atsnan ont été exportés durant cette campagne. La solution proposée par cette région pour les 75% restantes qui vont être vendues sur le marché intérieur est l'instauration d'une unité de transformation pour éviter de perdre les produits. Ce sont surtout les jeunes entrepreneurs qui sont sensibilisés à cette transformation, non seulement pour le litchi, mais aussi pour les produits de cette région. Miarfoulet-Sferen et Secharanjianas. Durant la saison de récolte, la région de l'Est produit jusqu'à 100 000 tonnes de litchi. Cependant, seulement 25 000 tonnes peuvent être exportées sur le marché international. Face à cela, les jeunes entrepreneurs de la région Atsnan sont sensibilisés pour trouver des idées pour la transformation de ce produit, selon Ravitsan Richard Théodore, gouverneur de la région Atsnan. Toutefois, l'exportation de ces produits est limitée à 10 jours seulement. Ainsi, les agriculteurs qui se trouvent généralement dans des zones difficiles d'accès rencontrent des difficultés sur l'écoulement des produits durant cette courte période, raison pour laquelle il est important de procéder à la transformation selon toujours les explications. La spécificité du litchi malaga, c'est le fait qu'il est 100% bio. La destination des produits de Madagascar ne sont plus uniquement les pays européens, mais également d'autres pays comme Dubaï, Mayotte et autres. À noter que l'ouverture de la campagne de litchi est prévue pour le mois de novembre. Des plaintes ont été reçues suite à la destruction de nombreux équipements dans des centres de santé après la série de cyclones qui a frappé l'île cette année. Le gouvernement est actuellement en train de résoudre ce problème à travers le ministère de la Santé publique. De ce fait, nombreuses régions ont déjà reçu de l'équipement destiné aux centres de santé. Vendredi dernier, les régions de Vatvav, Fitfnan et Atsimotsnan ont reçu leur part. Ces matériels ont été remis à Manakar par le ministère de la Santé publique et les partenaires de son département. Radra Mananzatou. La série de cyclones qui a frappé Madagascar cette année a détruit de nombreux équipements et infrastructures dans des centres de santé. Le gouvernement a ainsi procédé à la distribution des équipements pour les centres de santé à travers le ministère de la Santé publique. Plusieurs centres de santé dans de nombreux districts en ont déjà reçu et la distribution se poursuit toujours. Vendredi dernier, 2700 CSB dans les régions de Vatvav, Fitvnan et Atsimotsnan ont reçu leur part. Des grands hôpitaux ont aussi reçu des équipements, lesquels ont été remis à Manakar, des matériels qui répondent aux besoins de la population. Pour soutenir les efforts du ministère de la Santé qui vise à améliorer l'offre de services de soins en dotant les matériels et les équipements nécessaires pour faciliter le travail afin que la santé de la population soit améliorée. C'est ça la raison de notre visite, pour accompagner les efforts du gouvernement et ensemble que la population ait une meilleure santé. Le professeur Zé Ranjiamanatan a également souligné la manière dont les agents de santé reçoivent et traitent les patients qui viennent à l'hôpital. Il a affirmé que le nombre des critiques à l'endroit des agents de santé sur les réseaux sociaux a connu une diminution. Néanmoins, les efforts doivent toujours se poursuivre. Lors de son passage à Manakar, le ministre de la Santé publique a également visité l'hôpital. La méthodologie de travail et les systèmes au sein du service médecin militaire dans toute l'île devraient être améliorés suivant les menaces et surtout après la pandémie de Covid-19, explique le ministre de la Défense nationale. Les médecins militaires sont parmi ceux qui sont mobilisés en cas d'urgence, comme au temps de la Covid-19, mais également pour soigner les victimes de diverses catastrophes naturelles. Dans cette optique, les médecins militaires dans tout Madagascar ont tenu un colloque au CAPSAT militaire Soneran en fin de semaine en vue de trouver ensemble les points améliorés dans leur service. C'est Charadjianas sur les reportages. Les militaires dans le volet santé ont pour rôle de veiller à l'état de santé des militaires sur le terrain. Ils s'occupent donc de l'évacuation sanitaire des blessés pendant leur mission. L'existence de médecins militaires dans une équipe réduit les risques
et le taux de mortalité en cas de blessure ou de maladie. Un partage d'expérience a eu lieu cette fin de semaine, suivi d'une analyse des problèmes et blocages dans l'accomplissement de leurs tâches afin d'y apporter des améliorations. Il a été constaté lors de cette séance de partage le manque d'effectifs des médecins militaires dans certaines bases. À titre d'exemple, les bases opérationnelles avancées ou BOA, récemment mises en place, devraient au moins avoir un médecin militaire, un dentiste et 2 paramédicaux, d'après les explications du général Rakutu Mezansu, directeur de l'hôpital militaire de Souav-Nanjin. L'armée, par le biais des médecins militaires, a également la responsabilité de veiller à la politique sanitaire du pays, et cela afin de réaliser le VLRAN 5 du président de la République, qu'est la santé pour tous et pour toutes les tranches d'âge. À preuve, selon le ministre de la Défense nationale, le général Rutnedina Gichar, la contribution effective des médecins militaires dans la lutte contre certaines menaces sanitaires, comme la COVID-19, mais également pour la lutte contre le kéré dans le sud, ainsi que la montée des eaux après les catastrophes naturelles ayant dévasté le pays. À titre de rappel, le dernier colloque des médecins militaires a eu lieu en 1988. La recommandation de ce colloque apportera une nette amélioration au sein du service santé de l'armée malagasy, selon les organisateurs. Le but étant d'avoir un service de santé militaire adapté au XXIe siècle pour faire face aux menaces sanitaires sous toutes ses formes, mais avec des infrastructures et matériels performants adéquats. La seconde étape du concours pour devenir policier débutera le 26 septembre 2022. Les candidats seront confrontés durant 4 jours à des épreuves sportives, des épreuves orales et aussi des tests psychotechniques. Selon le ministère de la Sécurité publique, le but est de faire un concours transparent sans corruption. Felana Rakoutoarsoul. Les 1300 candidats qui vont participer au concours d'élèves policiers subiront des tests oraux. Durant cette deuxième étape des épreuves, les candidats doivent apporter un certificat médical spécifiant qu'ils peuvent participer à des épreuves sportives. Ils vont passer également un test psychotechnique assisté par un officier, un commissaire et un inspecteur de police. Chaque candidat doit se munir de carte d'identité nationale ainsi que de la convocation de la première session. L'épreuve orale aura lieu au ministère de la Sécurité publique à Anous, au stade d'Alarbi pour les épreuves sportives et au Confip Antanmour pour le test psychotechnique. Le programme de cette deuxième étape est déjà affiché au ministère de la Sécurité publique. Le résultat de ce concours est estimé sortir dans 2 semaines. Les stratégies ont été mises en place avec le Bianco pour la transparence de ce concours. Le ministère de la Sécurité publique a affirmé que quiconque osera corrompre perdra de l'argent car des mesures ont été déjà prises pour éviter que cela produise. Toujours dans ce sujet, 1963 candidats vont se déplacer à Mbouch pour subir la deuxième phase du concours pour devenir élève gendarme. Les enquêtes de moralité pour ces candidats débuteront la semaine prochaine. Pour cette année, en plus des dossiers à fournir lors du concours, les candidats doivent également apporter le résultat du test d'hépatite B. Maintenant, pour ce qui est de la situation de la pandémie de Covid-19 dans le pays, durant la semaine du 17 au 23 septembre dernier, 16 nouveaux cas ont été enregistrés selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé publique ce jour. Ces 16 cas ont été détectés à Analamang. Aucun décès ni forme grave n'a été enregistré pour cette semaine, d'après toujours le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé publique. Dans un autre sujet, la fumée apparue dans le lac Chichi-Vabedaf il y a une semaine n'était pas un signe de réveil de volcan. Pour cela, une enquête approfondie a été menée par des techniciens du BNGRC et des chercheurs de l'université d'Antananarivo pendant 2 jours dans la région. Jameson Rajianarmanan, vivant à Tirabé. Des techniciens du Bureau national de gestion de risques et de catastrophes ainsi que des chercheurs de l'université d'Antananarivo sont allés enquêter sur les origines de la fumée sortant d'un rocher dans le lac Chichiv
il y a une semaine. D'après ces techniciens, il n'y a pas assez d'éléments pour conclure que cela pourrait être les signes d'une prochaine éruption volcanique. Les techniciens ont fait une enquête approfondie pendant 2 jours. Ils ont examiné le sous-sol, l'eau, la surface et les plantes et la structure de la terre. Toutefois, ces responsables ont exhorté tous les résidents à avertir immédiatement les autorités en cas d'incident étrange. Concernant les actualités sportives, les Barea U23 ont écrasé les Pirates séchellois hier à Marmassen sur le score de 5-0 dans le cadre du match aller du premier éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 au Maroc en 2023. C'est un bon départ pour les Barea U23. Liv Angie Amananzar. Les joueurs de Herman Charabiarsou ont écrasé l'équipe des Seychelles lors du match aller du premier tour des éliminations de la CAN U23 de 2023. Les Barea ont marqué 5 buts sans en encaisser aucun lors d'un match à sens unique hier au stade Barea Marmassen. Les Barea ont commencé le match pied au plancher. Le premier but a été marqué par Arnaud Rangianatenain à la 12e minute de la rencontre. 2 minutes plus tard, El Hadari a enfoncé le clou. Arnaud a encore marqué un deuxième but à la 38e minute après avoir passé en revue les défenseurs des Pirates. Puis, le but de Ginidi à la 49e minute et Calvin Paul qui a complété le score de 5-0 à la 86e minute. Les Barea U23 ont contrôlé le milieu de terrain durant toute la partie et ils n'ont pas laissé respirer les Seychellois jusqu'à la fin du match. L'entraîneur de ces derniers qui a essayé de changer de tactique du jeu lors de la deuxième mi-temps, mais en vain. Les Pirates séchellois ont promis de corriger les erreurs de tir selon le sélectionneur Marcelin Nolin. Herman Charabiarsou, l'entraîneur des Barea U23, dit être satisfait du résultat des joueurs sur le terrain. Cependant, il y a encore des choses à améliorer, notamment dans les techniques que les joueurs doivent avoir sur terrain, selon son explication. Le match retour de ce premier tour se tiendra le 27 septembre, toujours au stade Barea Marmassen. Maintenant, sur les actualités internationales, mariage homosexuel, mais aussi gestation pour autrui et filiation élargie, les Cubains se prononcent aujourd'hui par référendum sur un nouveau code des familles, un texte très avancé en matière de droits sociétaux qui fait encore l'objet de réticences. Reportage sur les images de France 24. Ce référendum très progressiste pour les minorités LGBT a-t-il de bonnes chances d'être voté? On écoute la réponse de Luis Miguel Cabrera. C'est un référendum très progressiste, très positif pour la communauté LGBTQ, et parce qu'elles comprennent la gestation pour autrui sans fin lucrative, les droits à l'adoption, entre autres, qui sont aujourd'hui réservés qu'à les couples traditionnels, mais aussi elles comprennent, cette loi établit les peines pour la violence domestique, les droits du travail pour les personnes qui ont à charge des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées à temps plein, les droits à la communication entre enfants et grands-parents. Donc ça ne comprend pas que la communauté LGBTQ, mais les restes de la famille cubaine. Donc il y a beaucoup de chances que ce soit approuvé. Normalement, ça devrait passer aussi parce que le gouvernement s'est beaucoup investi dans ces propos. Et donc, d'un côté les droits, d'un côté beaucoup d'insistance médiatique, c'est possible, bien sûr, que cette loi passe, les référendums soient approuvés. Par contre, la question, c'est avec quel pourcentage? Parce que traditionnellement, on a eu des référendums à chaque fois qu'on vote quelque chose à Cuba, c'est plus de 80%. Et la question, c'est si on va atteindre ce chiffre-là cette fois-ci. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leur Parlement, un scrutin menacé par le mauvais temps et où l'extrême droite devrait entrer en force et proposer le Premier ministre qui succédera à Mario Draghi. France 24. Alors, il y a plusieurs éléments qui pourraient déterminer l'issue de ce scrutin. D'abord, le vote du sud du pays, du Mezzogiorno, mais aussi la participation qui pourrait descendre cette fois-ci en dessous des 70%, un niveau historiquement bas pour la péninsule. En cause, d'abord, une météo défavorable. Ce dimanche, 17 régions italiennes sont en alerte. On s'attend à de violents orages aujourd'hui. Clairement, cela pourrait démotiver certains électeurs, notamment
les indécis, tous ceux qui n'ont pas été particulièrement touchés par cette campagne électorale, une campagne éclair qui n'a pas mobilisé les foules. Les bureaux de vote resteront ouverts ce soir jusqu'à 23h. La migration irrégulière en Tunisie est toujours en hausse actuellement et plus de 13 000 migrants tunisiens sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Face à une situation économique difficile, la migration devient même un projet familial publié sur les réseaux sociaux. Mais cette pression migratoire se répercute sur les politiques d'octroi de visa de plus en plus restrictives. France 24. Dans cette maison de Bouhajla, au centre-est du pays, les proches et voisins attendent de récupérer le corps d'un père de 2 enfants, disparu en mer lors du naufrage d'un bateau de candidats à l'exil le 6 septembre. Tout ça, ce sont ses vêtements. Je ne sais pas ce que l'on va devenir. Saber, sa femme, a vendu tous les meubles de la chambre à coucher pour financer une traversée clandestine à 1 600 €. Elle et son mari ont pris ce risque pour améliorer leurs conditions économiques. Il travaillait pour 20 dinars par jour. Une fois vous avez acheté un paquet de couches et du lait, c'est fini. Mon mari était travailleur journalier. Parfois, il travaillait en continu. Parfois, on ne l'appelait pas pendant 10 jours. C'était trop précaire. Dans cette ville où le taux de pauvreté est élevé, 32%, presque chaque famille voit partir un proche dans un bateau clandestin. Hazem, 22 ans, a survécu au naufrage. Sans emploi stable, comme d'autres jeunes, il avait été séduit par la réussite de ceux qui arrivent jusqu'en Italie. Sur Facebook, on voit des jeunes partir. Au café, tout le monde en parle, aussi bien les jeunes que les plus vieux. Ce n'est plus juste un sujet entre jeunes du quartier, tout le monde en parle. En hausse de 18% cette année, la migration clandestine s'est banalisée dans les familles tunisiennes, selon ce chercheur. Près de 2000 mineurs et plus de 600 femmes sont parties cette année. Et après, ils partent en famille parce qu'ils ont la famille là-bas, ils ont des contacts là-bas, donc ils ont une communauté. Donc l'acte de traverser, c'est en soi une réussite sociale parce que c'est l'acte de fuir une situation sociale qui est considérée très compliquée et chaotique. Cette pression migratoire se répercute indirectement sur les politiques d'octroi de visa, de plus en plus restrictives. Cet ingénieur qui a voulu garder son anonymat a subi un refus de visa alors qu'elle avait été embauchée par une compagnie française avec une autorisation du ministère de l'Intérieur et des papiers en règle. Lors du dépôt de mon dossier, je n'ai même pas pensé à avoir ce refus. C'était vraiment choquant pour moi. La France a annoncé une normalisation des procédures de visa à la rentrée, mais le sentiment de frustration gagne de nombreux Tunisiens, voulant partir légalement. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir et bonne continuation sur les programmes de Viva.